Bonjour, je m'appelle Bertrand. Hello, my name is Bertrand. Hallo, ich heiße Bertrand. Hola a todos, me llamo Bertrand. Salam, esmeman Bertrand. Assalamu alaikum, ismi Bertrand. Привет, меня зовут Bertrand. Hola, meu nome Bertrand. Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. Le podcast où vous retrouvez à chaque épisode une personne qui a réussi là où tout le monde pensait que c'était impossible. Dans chaque interview, un invité nous dévoile ses secrets, ses techniques et ses stratégies qui lui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bienvenue à vous et merci d'être là pour inaugurer ce premier podcast de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Bertrand Millet pour ce premier podcast. Bertrand Millet est serial entrepreneur, hypnotiseur, formateur et surtout polyglotte. Oui, il parle 8 langues. Et il se définit lui-même comme un pirate des langues. Il aide des milliers de personnes à travers son site Fast and Fluent à apprendre des langues plus rapidement à l'aide d'une approche moderne et innovante. Dans cet épisode, on englobe beaucoup de choses relatives à l'apprentissage des langues. De la motivation nécessaire pour aller au bout de son projet, à comment apprendre une langue en 3 mois d'apprentissage, ou encore comment pratiquer la langue que l'on apprend. Bertrand nous décrit sa routine pour apprendre des langues et nous dévoile quelques-unes de ses astuces, ses pirateries, comme il aime les appeler. Alors sans plus attendre, Bertrand Millet, le pirate des langues. Привет Bertrand, salut Bertrand. Donc tout d'abord, je voudrais te remercier de participer au premier podcast de Aux frontières du possible. Donc on enregistre le premier épisode et aujourd'hui on va parler des langues puisque tu es l'expert, un des experts francophones sur les langues, notamment grâce à son site Fast and Fluent. Mais avant de rentrer en profondeur sur le détail des langues étrangères, comment les apprendre mieux, plus rapidement, est-ce que tu pourrais te présenter, Bertrand ? Évidemment, déjà merci à toi de me proposer de participer à ce podcast sur Super Apprenant. En fait, je crois qu'en me présentant, c'est un petit peu l'histoire de Fast and Fluent que je vais présenter parce que le principe pour moi, ça a été celle d'un voyageur juvénile frustré. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je voulais absolument voir le monde. Et d'ailleurs, j'étais fan d'atlas. J'adorais les atlas. Mais si tu veux, moi, je viens d'une famille dans laquelle on parle qu'une seule langue, le français, et dans laquelle le voyage, c'était pas tellement commun. Et donc, je voyageais dans ma tête, beaucoup. J'ai visité aussi beaucoup la France. Je vais pas commencer à dire non plus, je sais pas l'histoire de Tom Sawyer non plus. C'est pas Oliver Twist chez moi, pas du tout. Mais on était en France beaucoup. Et donc, je me suis mis à voyager finalement très tard. Et à 18 ans, j'ai tenté d'apprendre l'arabe tunisien pour une histoire de cœur, de femme. Et ça s'est soldé par plusieurs mois d'apprentissage intensif pour finalement des résultats qui, eux, étaient plutôt très, très moyens. Et puis voilà, alors les langues m'ont pas tellement intéressé à nouveau, sauf l'anglais, parce que l'anglais, je voyais bien que c'était quand même intéressant de le parler, notamment pour les séries. Et donc, je me suis mis à l'anglais tant bien que mal, par les études, par la vie. Mais disons que là, encore une fois, les résultats, les progrès que je faisais n'étaient pas du tout à la hauteur du temps que j'y passais. Et puis à 30 ans, j'ai rencontré une autre femme encore. Voilà, les langues et les femmes, je crois que c'est des histoires qui sont souvent très liées. Ah ouais, souvent. Et donc le truc, c'est que j'ai appris le persan parce que j'ai rencontré donc une femme iranienne. Et là, c'est allé très très vite parce que ce qui avait changé entre-temps, c'est que je m'étais formé aux techniques d'apprentissage rapide, je m'étais formé à l'hypnose, à la PNL, et j'ai forcément utilisé toutes ces notions-là pour créer une approche qui n'existait pas et créer une approche qui permettait justement d'apprendre les langues rapidement parce que j'avais pas trop de temps à perdre parce que je faisais beaucoup de choses à côté, j'étais déjà chef d'entreprise, j'avais forcément plein de choses à faire. Et ce que je voulais, c'était nécessairement aller, alors je vais vraiment mettre des guillemets, le plus vite possible. Donc voilà, comme tu peux entendre, il y a un bébé qui est à côté de nous. C'est toujours agréable. Ça spice up un petit peu, tu vois, tout le truc. On n'est jamais trop jeune ou trop âgé pour apprendre une langue, donc absolument. Peut-être que le bébé pourra prendre quelques astuces et en profiter pour apprendre le français, parce que je sais que tu nous appelles de Malte, donc... Exactement.
Bertrand, tu te définis toi-même comme un pirate des langues. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce principe de pirate des langues? Comment pirater une langue? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi en fait? En fait, à la base, ça vient du terme language hacker et tout ce qui est language hacking. Et alors, le hacking, c'est le terme anglais pour dire qu'on va pirater un ordinateur, pirater un logiciel ou un système de sécurité. Et puis, moi, j'ai toujours aimé beaucoup ce principe de language hacking qui consiste finalement, ni plus ni moins, qu'à aller à l'essentiel de la langue en fonction de ce qu'on veut apprendre et du projet qu'on poursuit. C'est-à-dire que c'est sortir d'une approche qui fait qu'on va apprendre une langue selon un référentiel absolu et universel qui décrète qu'il faut commencer par le verbe être et le verbe avoir, puis les verbes modaux, puis le pluriel et le genre, enfin, tu vois, ce genre de choses, pour aller vers qu'est-ce que tu veux faire de cette langue? Et à partir de ça, va au cœur, va à l'essentiel de ce qui te permet de faire les progrès les plus rapides. Et en fait, ce que je trouvais génial, c'était de me dire, on peut faire son apprentissage sur mesure pour faire les progrès les plus puissants possibles. Et donc, à partir du moment où j'ai adhéré à cette approche de language hacking, il me fallait un nom. Je voulais un nom. Et au début, c'était language hacker, mais il y a Benny Lewis qui fait ça. Et puis, en plus, je me disais que ça correspondait moins au public francophone. Et puis, un jour, Johanna m'a suggéré, m'a dit, language hacker, c'est tout simplement le pirate des langues. Et j'ai trouvé ça trop drôle parce que je me voyais déjà dans Bob l'éponge, avec un patch sur l'œil et tout le tintouin. Je me suis dit, ouais, ça va super bien, le pirate des langues. Et puis, c'est resté comme ça. Tu nous parlais que ton histoire avec les langues, à la base, c'est déjà une histoire de frustration. Une frustration parce que tu ne voyageais pas comme tu l'entendais à l'époque, comme tu le souhaitais à l'époque. Donc, tu voyageais intérieurement. Et du coup, comment les langues t'ont permis d'assouvir cette passion du voyage? En fait, à un moment donné, si je la fais très simple, ça sert à rien d'apprendre une langue pour apprendre une langue. Vraiment, je crois que c'est la base de la base. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre des langues, mais qui finalement n'ont aucune raison de s'en servir. Et je crois que c'est un peu comme tout. Si tu n'as pas de raison de faire quelque chose, rapidement, la motivation retombe. Et donc, pour moi, c'était juste une boucle vertueuse de me dire que j'apprends plein de langues. OK, c'est pour les utiliser. Et les utiliser, ça veut dire souvent voyager. Et donc, ça me permettait en fait, d'un côté, le voyage me permettait de donner une justification à l'apprentissage des langues. Mais l'apprentissage des langues me permettait de donner une nouvelle dimension à mes voyages, puisque d'un seul coup, j'avais plein d'amis du monde entier que j'allais rencontrer, que ce soit dans des événements polyglottes ou juste dans des voyages, mais dans lequel finalement, ça devenait juste extraordinaire de parler avec des gens dans plein de langues, de pouvoir m'asseoir, de tourner la tête et de parler en allemand, de retourner la tête et de parler en portugais. Et enfin voilà, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de donner cette nouvelle dimension au voyage que je pouvais faire. Et donc, les deux se sont nourris mutuellement. Tu as souligné quelque chose qui est très intéressant pour tout apprentissage, c'est le problème de la motivation, et qui, je pense que même si tu as toutes les pirateries du monde pour apprendre quelque chose le plus rapidement possible, si t'as pas de motivation, je pense pas que tu puisses aller au fond des choses. Tu pourras pas acquérir une compétence comme tu le souhaites. C'est autant vrai pour les langues. Je me rappelle que moi, l'année dernière, j'avais voulu apprendre l'allemand. J'avais commencé pendant 3 mois. Je commençais à faire des petites phrases, commençais à parler. Et finalement, j'avais pas une motivation qui me poussait à aller au bout. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes? Comment évaluer sa motivation avant d'apprendre une langue? Comment être sûr qu'on part sur le bon pied, qu'on va pas se lancer dans un apprentissage qu'on va laisser tomber au bout de 3 mois? Pour ça, je crois qu'en fait, il faut peut-être prendre la motivation à l'envers, c'est-à-dire plutôt de se demander comment se motiver à quelque chose, comment avoir de la motivation, etc. Je crois qu'il faut prendre la motivation comme un baromètre. En fait, la motivation, c'est plutôt un indicateur de est-ce que ce projet a du sens? Est-ce que ce projet, dans ma tête, il est faisable? Il y a 4 critères comme ça qui viennent poser la motivation. Et en fait, très souvent, aujourd'hui, on tente de nous faire avaler qu'on peut se motiver à volonté. Or, la phrase que je viens de dire, c'est un contresens. Dire que la motivation, c'est quelque chose d'émotionnel, donc d'inconscient à 95%, et la volonté, c'est quelque chose d'intellectuel, donc de conscient. Et en fait, ça se joue à 2 plans différents de notre cerveau. Et donc, si on veut pas se faire avoir, en fait, si on veut rester entre guillemets motivé plusieurs mois, plusieurs années, ça va être à un moment donné de rendre cet apprentissage de la langue quelque chose qui est une nécessité ou un plaisir qui se renouvelle constamment. Et c'est pour ça que le voyage, c'est un super truc. C'est-à-dire que à un moment donné, la langue, si tu veux, ça doit plus être une fin en soi. Ça doit devenir un outil au service de quelque chose de plus grand. Et c'est comme ça qu'on a appris la langue maternelle. Je veux dire, un enfant, par exemple, n'apprend pas le français parce qu'il veut apprendre le français. Il l'apprend pour pouvoir communiquer avec les gens autour de lui.
Eh bien, de la même façon, si demain je dois me lancer dans l'allemand, parce que j'ai une espèce de flamme de motivation qui est présente, si je veux que cette motivation, elle reste, il faut que je fasse en sorte que ça ne se maintienne pas grâce à une envie, mais ça se maintienne vraiment avec un besoin. Et ce besoin, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être vraiment l'amour de la culture, mais de l'amour de ressources que je ne veux voir qu'absolument en allemand. Je ne sais pas, un humoriste allemand, de la BD allemande, enfin vraiment des trucs qui me passionnent absolument et qui font que je ne me laisse pas le choix. C'est trop bon d'avoir ça en allemand. Et puis la dernière chose, évidemment, et je crois que c'est la plus puissante chez nous les êtres humains, c'est d'autres êtres humains à qui je peux accéder en accédant à cette langue. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on rigolait quand on disait les femmes et les langues, ça va bien ensemble. Mais je crois que c'est les relations et les langues, ça va très bien ensemble parce que quand on est avec un partenaire de langue et qu'on se met à parler dans sa langue à lui ou à elle, eh bien, on a une motivation qui est toute trouvée parce qu'on la comprend mieux, on découvre plus de cette personne, plus de cette personnalité. Et finalement, on sait tous les jours pourquoi on continue à apprendre cette langue. Et en fait, on ne se pose même plus la question. On l'apprend sans se demander est-ce que j'ai envie d'apprendre ou pas. Et je crois que donc, je prendrais le truc à l'envers, c'est si je sens ma motivation qui descend au fur et à mesure de l'apprentissage, que je me rends compte que ça fait 3 matins que je n'ai pas ouvert mon livre, 4 matins que je ne l'ai pas ouvert, 1 semaine que je ne l'ai pas ouvert, c'est de me reposer juste la question. Est-ce que c'est toujours une nécessité aujourd'hui ou non d'apprendre une langue ? Si ça n'en est pas une, c'est pas grave. Je veux dire, je peux très bien fermer mon livre d'allemand et recommencer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est pas un problème. C'est juste que c'est pas le moment pour moi. Et par contre, si vraiment, non, c'est bien une motivation, c'est de faire en sorte de me donner des excuses, de me donner des vraies raisons d'y retourner tous les jours. Donc, c'est-à-dire d'aller sur des sites de rencontres en allemand, peut-être pour, je sais pas moi, dragouiller une Allemande et puis on se marre et on devient de connivence. Enfin, mais c'est en tout cas de mettre de l'allemand dans sa vie. Beaucoup. C'est Luca Lampariello, très grand polyglotte et qui est assez reconnu sur la toile, tu dois sans doute connaître, qui disait une langue ça s'apprend pas, une langue ça se vit. Je pense que c'est très vrai, c'est qu'il faut vraiment entrer en relation. En fait, apprendre une langue, c'est un peu comme tu disais avec la métaphore des femmes, c'est rentrer en relation, c'est une histoire presque amoureuse. Et c'est pareil, c'est avec une femme, si t'es pas sûr de tes sentiments, t'es pas sûr que tu pourras aller jusqu'au bout de ton apprentissage. Bien sûr. Et tu nous parlais justement que par les langues, tu voyages, mais est-ce que pour des personnes qui n'ont pas la possibilité forcément de voyager, qui ont un emploi du temps très chargé, enfin des obligations en France, comment elles peuvent apprendre une langue sans voyager ? Alors, je vais revenir à la première chose que je disais tout à l'heure, c'est si elles ne voyagent jamais, il faut quand même qu'avant de se mettre à apprendre une langue, elles se demandent pourquoi elles l'apprennent. Et ça va être la base, c'est-à-dire qu'on ressort de ce truc de frustration. Donc ouais, la première question qu'il faut se poser, c'est si je voyage jamais, si je n'utilise pas la langue, pourquoi je l'apprends ? Et c'est parfois un deuil à faire de se dire non, de ma vie, je ne parlerai jamais anglais parce que finalement, ça n'a jamais été une priorité dans ma vie. Et donc voilà, maintenant, si je ne voyage jamais, mais que par contre, j'ai des opportunités professionnelles qui sont liées à ça ou que, je sais pas moi, mes petits-enfants sont anglais et puis qu'ils peuvent parler que anglais. Bon, j'ai une raison vraie, une véritable raison. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus du tout un problème. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de ressources accessibles, des plateformes pour parler avec des gens du monde entier, les langues étrangères. Je veux dire, même sans parler des plateformes spécialisées qui sont super, comme GoSpeaky, HelloTalk, Tandem, etc., mais je vais parler rien que de Facebook. Et aujourd'hui, ce que je trouve sur Facebook, c'est encore mieux qu'une plateforme spécialisée, c'est qu'on va pouvoir rencontrer des gens, non pas basés sur le fait qu'ils veulent apprendre la langue, mais basés sur le fait qu'on a un intérêt en commun. Je veux dire, en ce moment, j'apprends le portugais du Brésil. Je me suis mis sur des groupes de fans de sport, mais des groupes brésiliens de fans de sport. Ce qui fait qu'on a un intérêt en commun, le sport, mais qu'en plus de ça, eux ne parlent qu'en brésilien. Donc moi, quand je suis des conversations sur le fil de Facebook, c'est en brésilien. Quand ils postent des vidéos, c'est du brésilien, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de s'immerger dans n'importe quelle langue, en tout cas on va dire dans les 20 langues les plus parlées au monde, sans aucun problème, avoir des ressources à volonté, sans faire trop de recherches sur Internet, et des méthodes disponibles de partout. Donc si tu veux, aujourd'hui, c'est vraiment pas un problème. On peut être en permanence immergé si on le souhaite. Il y aura 2 conditions, je dirais. La première, à condition déjà de le vouloir et donc de faire l'effort de le faire, parce que oui, je sais que c'est plus facile le soir de s'asseoir devant la télé
plutôt que d'aller sur YouTube et de se regarder une petite vidéo courte en portugais. C'est vrai. Et puis la deuxième, à condition d'avoir un peu de méthodologie, parce que très souvent, si on se met que des vidéos qui sont trop difficiles pour nous, ou qu'on met 3 heures à trouver là où il y a des vidéos en portugais et que on a déjà perdu 3 heures et de la motivation à chercher la vidéo, effectivement, on perd du temps, on perd de l'énergie et donc on se démotive. Et c'est vrai que c'est là où faire appel à des choses pré-préparées, ça peut être utile parce que si non seulement on doit passer du temps à apprendre la langue, mais qu'en plus il faut passer du temps à trouver comment l'apprendre efficacement, etc., nécessairement, c'est doublement démotivant, quoi. Je pense que ce qu'on peut relever de ce que tu nous as dit, c'est vraiment il faut rentrer en immersion avec la langue, comme on a dit tout à l'heure, pour vivre la langue, il faut vraiment rentrer en immersion avec elle. Et on a de la chance parce qu'à notre époque, avec Internet, on peut faire ça facilement. Oui. Et surtout, la plupart du temps, gratuitement. Mm-hmm. Pour les auditeurs qui n'ont pas les mains libres, qui sont en voiture ou en train de cuisiner, je mettrai tous les liens qu'on a cités dans ce podcast, dans la description de ce podcast. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer et vous pourrez vous rendre directement sur ces ressources. Mais encore une fois, je pense que dans ce que tu dis, c'est vraiment important pour moi de le marquer, c'est que c'est pas tout de se dire qu'on peut s'immerger. C'est vrai, on peut le faire. Mais c'est en fait d'accepter de le faire. Parce que aujourd'hui, ça suffit pas d'écouter un podcast en portugais 10 minutes dans ta journée pour te dire que tu vas parler un jour portugais si tu veux. C'est là où ça devient une démarche proactive. C'est là où il faut vraiment se dire que activement, on fait en sorte de mettre du portugais. Alors je dis portugais, mais c'est anglais, c'est espagnol, on est bien d'accord, hein, c'est n'importe quelle langue. Mais de faire l'effort vraiment d'en mettre dans toute sa journée en pointillé. C'est une petite BD le matin, un petit podcast dans la voiture, son téléphone en portugais. Tu vois, c'est vraiment plusieurs actions concrètes et actives pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous en avez marre d'avoir une mauvaise mémoire ? Vous voudriez être capable de mémoriser tout plus facilement et plus efficacement ? J'ai une bonne nouvelle. En tant qu'auditeur de ce podcast, vous pouvez bénéficier d'un prix spécial sur ma formation, booster votre mémoire, développer une mémoire de champion. Pour cela, c'est facile. Cliquez sur le lien se situant dans le descriptif de cet épisode ou alors allez sur http://superapprenanttoutattaché.com/promo. J'aimerais enchaîner sur une autre question, c'est est-ce que tu pourrais nous dire les principaux obstacles que tu as rencontrés dans tes apprentissages d'une langue ou dans l'apprentissage d'une langue en particulier ? Bien sûr, il y en a plusieurs et puis ça m'est arrivé souvent de commencer des langues et de pas aller très très loin. Il y a pas longtemps, c'était avec l'hébreu et puis le russe, c'est en dents de scie. Le russe, il y a des moments où je suis vraiment dedans, des moments où je suis moins et en fait, à chaque fois, on revient à la même chose. C'est pourquoi je l'apprends. Et c'est-à-dire que vraiment, je reviens à ça, c'est quand j'ai un projet précis, je m'y mets, et puis quand ce projet passe ou quand les conditions de vie changent et que je perds cette raison, d'un seul coup, j'ai plus envie. Moi, aujourd'hui, j'ai appris un truc, c'est que je me force pas. Donc, quand je dis ça, je me force pas, ça veut dire, une fois que j'ai vu que ça faisait 1 semaine ou 2 semaines que je ne révisais plus, que je ne travaillais plus cette langue, j'essaie pas de m'y remettre faussement. C'est-à-dire que j'accepte. Je me dis, c'est juste qu'en ce moment, c'est plus le moment. Et puis, je le retrouverai peut-être un jour ou pas. Et c'est-à-dire que j'hésite pas à en faire plusieurs, à en commencer une, à en commencer une autre, et puis à réaméliorer à la fois d'autres. Donc, si tu veux, le piège déjà, dans lequel j'ai pu tomber à chaque fois, et je le faisais beaucoup au début, et maintenant j'apprends à faire autrement, c'est de vouloir tenter de me remotiver, comme je le disais tout à l'heure. À un moment donné, j'accepte. C'est pas le moment, donc j'accepte de repousser. Le deuxième truc, qui m'est arrivé aussi comme piège, c'est de passer beaucoup de temps à chercher plein de ressources, à acheter plein de méthodes, à me gaver de tout ce qui se faisait sur Internet, et notamment je pense au chinois, au mandarin avec lequel je l'ai beaucoup fait. J'avais acheté à peu près tout ce qui se faisait, mais par contre, tout le temps que je passais à chercher ça, évidemment, je ne le passais pas à étudier. Je pense qu'on a la même maladie, la procrastination. C'est une sorte de procrastination, en fait. Exact. D'accumuler les ressources, les bouquins, comment mieux apprendre le chinois mandarin et finalement jamais commencer à apprendre réellement. Exactement, parce que c'est un truc qui est tragique dans les langues et c'est vrai dans les langues et c'est marrant parce que c'est moins vrai dans beaucoup d'autres domaines parce que dans les langues, il y a une illusion que la possession du savoir vaut intégration. Et notamment le fait qu'à un moment donné, les gens se payent des profs parce qu'ils se disent, en parlant avec le prof, je vais apprendre. Mais en fait, le prof, évidemment, c'est une goutte d'eau dans ta semaine. Je veux dire, le prof, tu fais 30 minutes avec lui le lundi.
Le reste de ta semaine, si tu fais rien du tout, il se passera rien. Et ce que j'ai toujours trouvé extraordinaire, c'est que personne n'aurait cette croyance-là sur n'importe quel sport. C'est-à-dire personne n'aurait la prétention de devenir bon en tennis si à côté il ne fait pas du tennis plusieurs fois dans la semaine. C'est-à-dire avec juste 30 minutes de cours dans la semaine, tu ne deviens pas un vrai tennisman avant des années et des années. Et pourtant, les gens dans les langues le croient. Et donc, si tu veux, on est dans une espèce de truc où on veut posséder plein de ressources, mais effectivement, on les utilise pas. Et ça, c'est le deuxième écueil. Et le troisième écueil dans lequel j'ai pu tomber à d'autres moments, c'est pareil de me lancer et d'oublier de chercher un partenaire de langue avant de me lancer. Et ça, c'est très bizarre. C'est-à-dire que j'avais commencé à apprendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais à peu près, j'avais déjà de quoi raconter des choses. Donc, au bout d'une semaine, j'avais déjà envie de dire plein de choses. Et ben en fait, là, j'ai mis tellement longtemps à trouver mon partenaire de langue que ma motivation, elle est retombée d'un seul coup. Et qu'après, c'est devenu extrêmement difficile pour moi de me remotiver. Bertrand, tu crées des formations aussi pour aider les gens à apprendre plus rapidement des langues étrangères, notamment à apprendre une langue en 3 mois. Est-ce qu'il est possible réellement d'apprendre une langue en 3 mois ? Enfin, la question est vaste parce que ça dépendra notamment de la difficulté de la langue, mais par exemple, est-ce que c'est possible d'apprendre l'anglais en 3 mois ? Alors, la réponse, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de ça dépend. Parce que d'en parler l'anglais en 3 mois, oui. Alors, si la réponse c'est une réponse en oui ou non, bien sûr que c'est possible. Évidemment que c'est possible. Et je le martèle, oui, c'est 100% possible. Maintenant, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour le faire ? Et quand je parle de prix, je ne parle pas d'argent. Es-tu prêt à sacrifier ce qu'il faut sacrifier pour y arriver ? Ça veut dire, es-tu prêt à y passer du temps ? Et donc, du temps, ça veut dire, es-tu prêt à éliminer des activités de ta vie actuelle pour que ça arrive, ce truc-là ? Es-tu prêt à consacrer les efforts nécessaires ? Es-tu prêt à faire les erreurs et donc à te payer, entre guillemets, la honte de temps en temps ? Bref, donc es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour ? Mais si tu es prêt à le faire, je te garantis qu'en 3 mois, tu es capable de parler très correctement et de comprendre aussi très solidement ce qui va se passer. Alors évidemment, je ne suis pas en train de te dire que tu vas avoir dans la tête le dictionnaire Oxford ou que tu vas être capable de t'exprimer comme Shakespeare. Ce n'est pas du tout le cas. Mais tu seras capable de tenir des conversations presque infinies, c'est-à-dire tu feras souvent des périphrases, tu auras souvent besoin de dire des approximations, c'est vrai. Mais par contre, tu seras plus bloqué, c'est-à-dire que s'il faut t'exprimer et te sortir de quelque chose, tu sauras toujours trouver la façon de faire pour le faire. Lorsque tu écoutes une vidéo, oui, peut-être que tu ne seras pas capable de comprendre 100% de ce qui se racontera, sûrement. Par contre, tu auras les 70% suffisants qui te permettront de comprendre de quoi il s'agit et aussi peut-être de faire les recherches sur ce que tu ne connais pas. Et en fait, on revient toujours à ce truc de la loi de Pareto que tu connais bien, donc le 20-80. C'est qu'il est largement possible, en très peu de temps, d'acquérir 80% des choses pertinentes. Mais on revient à ce que je disais un peu plus tôt dans l'enregistrement, c'est que pour que ce soit efficace, il faut revenir à quel est le projet que tu poursuis. Quel est le projet du départ ? Quelle était ta motivation au départ ? Exactement. Et si j'en reviens à un truc, c'est que si ton but, et là, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui m'a contacté, elle me dit, je veux aller bosser dans un cabinet en Corée du Sud. En fait, elle commence pas comme ça, elle commence en me disant, est-ce que je peux apprendre le coréen en 3 mois ? Et là, je lui dis, oui, mais ça dépend, tu vas l'utiliser comment le coréen ? Et là, elle m'a dit, c'est pour un cabinet d'architectes en Corée, etc., etc. Et on voit bien que si c'est pour travailler dans son cabinet d'architecte, c'est pas du tout le même type de conversation que si elle va faire la touriste. Et donc, elle sera beaucoup plus efficace à tout de suite orienter son apprentissage vers l'utilisation qu'elle va avoir, que d'essayer d'apprendre une espèce de truc un peu global dans lequel elle va apprendre les animaux, les repas, les machins, les trucs, ce qu'elle pourra totalement apprendre sur place, mais elle peut se préparer beaucoup plus efficacement en étant tout de suite centrée sur son objectif. Et là, 3 mois, ça devient quand même une belle période de temps pour commencer à être opérationnel. Tu soulèves une chose qui est très très intéressante, c'est qu'il faut vraiment orienter son apprentissage. Ça veut dire qu'il n'y a pas de formule toute faite. Il faut adapter vos ressources à vos besoins en fonction de votre personnalité. C'est seulement en utilisant cette technique que vous pourrez réussir à acquérir vos objectifs. Il faut vraiment orienter les choses. C'est ce que tu nous disais, Bertrand, avec cet exemple de la Corée du Sud. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques astuces pour apprendre une langue rapidement, Bertrand ? C'est-à-dire une personne lambda qui, par exemple, a 15 minutes de libre par jour
Quel conseil lui donnerais-tu pour qu'elle commence à apprendre une langue, même si elle croit ne pas avoir de temps pour apprendre une langue? Bon, déjà, est-ce que tu m'autorises à lui demander 20 minutes? 20 minutes, ça marche. Pourquoi 20 minutes? En fait, je te dis ça parce que c'est souvent le temps de chauffe du cerveau. C'est-à-dire que, en fait, le premier conseil que je vais lui donner, numéro 1 de 1 de 1, c'est définis bien pourquoi tu veux apprendre la langue, c'est-à-dire définis ton projet clairement. Et si tu dois prendre tes 20 premières minutes pour faire ça, prends-les, écris ton projet, écris ta situation idéale. Et en fait, moi, ce que je fais faire aux gens, c'est un petit exercice, c'est je leur demande de s'imaginer dans X mois, ça ce sera à eux de le définir, à quoi ça va ressembler lorsqu'ils parleront la langue de façon satisfaisante pour eux et de s'imaginer une situation un peu idéale dans leur tête et de noter ça. Et ça peut être par exemple, je serais capable d'avoir ma grand-mère au téléphone qui vit au Maroc et je parlerai que marocain avec elle. Enfin, tu vois, quelque chose un peu dans ce goût-là. Et bien ça, je leur demande de le faire. Donc déjà, ce serait de faire ce truc-là pour être bien clair sur ce qu'ils veulent apprendre. La deuxième chose, ce serait d'apprendre par phrase et non pas d'apprendre de la grammaire, de se laisser tomber tout ça, d'apprendre des phrases comme ça, des phrases usuelles, mais des phrases directement pertinentes avec ce qu'ils veulent apprendre. Et donc, à partir de ces phrases-là, dès qu'ils en maîtrisent une dizaine, une vingtaine, mon troisième conseil, c'est fonce, trouver quelqu'un avec qui les dire et qui va te les dire. Mais c'est la base de la base. C'est-à-dire que concrètement, si quelqu'un n'a que 20 minutes dans sa journée, il vaudrait mieux qu'il passe 5 minutes à étudier quelques phrases et 15 minutes à parler avec quelqu'un. Même s'il comprend rien, même s'il a l'impression que l'autre il va trop vite, qu'il est rien capable de dire, on s'en fiche. C'est 5 minutes, s'il devait y avoir un ratio, 5 minutes à réviser, 15 minutes à parler. Et ça, c'est mon conseil numéro 1. Et le dernier conseil, le tout dernier, c'est tu vas faire plein d'erreurs. Pas de problème, c'est normal. Eh ben, fais-les, prends plaisir à les faire parce qu'à chaque fois que tu fais une erreur, tu peux te dire un seul truc. C'est peut-être je fais des erreurs, mais ça veut dire qu'au moins, je parle, j'essaye et je m'améliore. Je pense qu'être perfectionniste, c'est une des plus grandes menaces pour l'apprentissage d'une langue, pour apprendre quelque chose en général, parce qu'on ne pourra jamais parler une langue à 100%, sans faute. On ne pourra jamais, même en français, dans d'autres langues maternelles, on a l'habitude de faire des fautes. Sûr, mais on pourra jamais atteindre un niveau parfait. Le parfait, ça n'existe pas en langue étrangère, ou même dans sa langue maternelle. Mais ce qui est fou, si tu m'autorises juste un petit truc là-dessus, c'est que on est beaucoup plus tolérant sur ses erreurs dans sa langue maternelle que dans les langues étrangères qu'on parle. C'est-à-dire que ça dérange personne de dire c'est les vacances, alors qu'en fait c'est une erreur grammaticale. C'est pas les vacances, ce sont les vacances. Et ça dérange personne de dire ouais la petite fille que je te parlais hier. Il y a plein de gens qui font ces erreurs-là. Alors il y a la petite fille dont je te parlais hier. Enfin bref, celle-là elle est grossière, mais il y en a plein. Et il y a plein de choses comme ça qui sont des fautes grammaticales, d'ailleurs des erreurs grammaticales qu'on fait et qui ne nous dérangent pas parce qu'elles sont dans notre langue maternelle. Alors que si on faisait ces erreurs-là dans une autre langue, en anglais ou quoi que ce soit, on se fustigerait en se disant « t'as vu, mais c'est parce que je suis nul en anglais, mais de toute façon, j'arrive pas à parler, etc. » Et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire de voir comment on est beaucoup plus tolérant avec soi-même dans sa langue maternelle concernant les erreurs que dans une langue étrangère. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué au début dans mon apprentissage du russe. Le russe qui est une langue réputée pour être compliquée notamment à cause des déclinaisons. Et c'est vrai que j'avais du mal à la parler parce que je me disais dans ma tête, il faut que je mette la bonne déclinaison, faut pas que je fasse de faute de déclinaison parce que si je fais une faute de déclinaison, la personne ne va pas comprendre, va se moquer de moi. Et ça me bloquait, du coup, je me suis un peu renfermé sur moi-même par rapport à ce problème. Et en fait, la réalité, c'est que maintenant, je me dis que je parle couramment russe. Alors après, on a différentes définition de couramment. Bien sûr. Mais je fais plein de fautes, mais la vérité, c'est que maintenant, je m'en fous. L'important, c'est que la personne me comprenne, je comprends la personne, et qu'on puisse échanger, s'amuser. Et je pense que c'est le principal. Je pense qu'il faut pas oublier que une langue étrangère, c'est un instrument de communication avant tout, et c'est pas une fin en soi. Mais absolument, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire deux trucs par rapport à ce que tu dis parce que ça me semble extrêmement important. Le premier, c'est que on en revient par rapport à ce que tu disais quand tu dis qu'une langue c'est un outil et c'est pas une fin en soi. J'abonde, non. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux apprendre une langue à travers une activité ou plusieurs qu'on va faire et beaucoup moins en étant concentré sur la langue. C'est-à-dire que si tu peux trouver un groupe cuisinier roumain pour apprendre le roumain, tu progresseras beaucoup plus vite en faisant la cuisine avec des Roumains qu'en te concentrant sur 9 heures de cours en roumain, déjà, pour commencer. Et la deuxième chose,
c'est que le fait, par exemple, en russe, toi tu racontais ton exemple avec les erreurs, mais ça c'est un vrai conseil si vous avez un partenaire de langue, ou pire, si vous avez un prof dans une langue. Le réflexe spontané qu'ont les gens quand on leur parle leur langue et qu'on fait des erreurs, c'est de nous corriger à chaque erreur. C'est humain comme réflexe, sauf qu'en fait, ça ne sert absolument pas à développer la fluidité. Et donc, moi, je me souviens, un jour, je parlais avec un de mes partenaires en russe. Comme toi, je faisais des erreurs à tous les mots aux déclinaisons parce que forcément, à un moment donné, je commençais. Et là, je lui ai dit, écoute, je vais te proposer un truc. Pendant 10 minutes, je vais te parler. Je ne vais pas m'arrêter. Et je te demande de ne me couper et de me corriger que si tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que si je fais des erreurs, si je fais des machins, tu me laisses parler jusqu'à ce que tu ne comprennes plus du tout ce que je suis en train de raconter. Il m'a dit d'accord. J'ai parlé pendant 10 minutes sans m'arrêter. Et en fait, il n'y a qu'un seul moment où il m'a dit tu peux répéter, j'ai pas compris ça. Je lui ai redit et il m'a compris. Et alors, il m'a dit il y avait plein d'erreurs, il n'y a aucun problème. Et en fait, à la fin, je lui ai demandé de me donner l'erreur pour lui qui était l'erreur principale que je faisais, même si j'étais très conscient qu'il y en avait à peu près 150 000. Mais l'erreur principale pour que la prochaine fois, je ne me concentre que sur cette erreur-là, que je la travaille et qu'on recommence le même exercice, mais en ne se concentrant que sur cette erreur que je voulais faire disparaître. Et puis la fois d'après, je lui ai demandé à nouveau quelle est cette fois-ci l'erreur principale, etc., etc. Et bien ça m'a permis de faire des progrès beaucoup plus rapides sur ma fluidité parce que ça me permettait de pouvoir enfin aligner 4 mots à la suite sans à chaque fois me prendre la tête sur « Oh mon Dieu, est-ce que je l'ai bien décliné celui-là ?» Je pense qu'il faut vraiment se poser la question avant de commencer, c'est ce que tu disais, définir ses objectifs, savoir jusqu'où tu veux aller, pourquoi tu veux utiliser cette langue. Est-ce que tu veux être le nouveau Pushkin en russe? Est-ce que tu veux écrire des romans comme Léon Tolstoï ou des poèmes à la Shakespeare en anglais? Exactement. Ou est-ce que tu veux simplement communiquer, voyager, t'amuser, rencontrer des gens? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, souvent, il y a un fantasme quand on rencontre un polyglotte, c'est qu'on a le fantasme qu'en fait, il les parle toutes parfaitement. Et aujourd'hui, je pense connaître aujourd'hui les plus grands polyglottes de la planète personnellement parce que c'est un petit cercle et que forcément, quand on rentre dedans, on les rencontre tous très vite. Il y a des événements dans lesquels on les rencontre. Et tous te diront la même chose, c'est qu'ils parlent beaucoup de langues, mais à plein de niveaux différents. Et qu'ils ne les maîtrisent pas toutes du tout à un niveau C2 ou même encore plus loin. Non, il y a vraiment une palette. Ils vont parler certaines langues très très bien et d'autres à un niveau beaucoup plus basique. Ça m'amène à une question. Tu parles des polyglottes, c'est-à-dire des gens qui parlent 5, 6, 7, 8. Je prenais le cas de Luca Lampariello, je crois qu'il parle 12 langues, enfin il dit couramment, et il doit en parler peut-être 14 à des niveaux un peu plus faibles. Et un de mes problèmes, moi, c'est par exemple, je parle anglais, français, anglais, russe, ukrainien. Et l'ukrainien, je le pratique très peu. Et il y a peu de ressources, peu de films en ukrainien. Et comment on peut vraiment maintenir une langue qu'on a apprise? Comment ne pas l'oublier? Est-ce que tu aurais quelques conseils à ce niveau, Bertrand? Ouais, mon conseil, encore une fois, c'est d'accepter et de faire le deuil de ne pas l'oublier. En fait, notre cerveau, il est taillé pour une fonction très simple, c'est que ce qui est inutile disparaît et il l'oublie. Et donc, en fait, comment est-ce qu'il sait notre cerveau si quelque chose est utile ou non? C'est la répétition. C'est-à-dire que si à un moment donné, quelque chose, tu es amené à ne plus l'utiliser, donc à ne plus le répéter lorsqu'il s'agit d'une langue, eh bien ton cerveau est programmé pour l'oublier. Et c'est fait pour ça. Donc tu peux même le remercier de le faire. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que c'est frustrant, parce qu'on se dit « Ah, mais tout le temps que j'ai passé à parler le russe, mon Dieu, je le perds. » Ou l'ukrainien. Oui, mais si tu le perds, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus l'utilité. Alors, on peut ralentir cette situation. Le truc, c'est de se trouver des médias à regarder régulièrement. Moi, par exemple, j'adore aller sur YouTube et me trouver des YouTubeurs dans les langues que je parle pour non seulement me maintenir, peut-être parfois m'améliorer, mais ça demande énormément de temps. Surtout quand tu parles 5, 6, 7, 8, 10 langues. Et donc, quand tu parles avec les polyglottes, eux, ce qu'ils vont te dire, c'est que ils sont dans des métiers, ils sont dans des vies qui justifient au jour le jour qu'ils parlent plusieurs langues. Après, il y a aussi des choses, il y a des familles de langues. Par exemple, aujourd'hui, si tu parles russe et que tu parles aussi serbe, croate, tchèque et polonais, le fait de n'en parler qu'une ou deux régulièrement t'aide à maintenir les autres parce que ces familles de langues font que elles sont reliées les unes aux autres et donc souvent elles vont s'auto-nourrir, comme quand tu parles français, italien, portugais, espagnol.
même si tu pratiques pas tous les jours, ce sont des langues qu'elles sont tellement proches que elles peuvent t'aider à se maintenir. Mais si à un moment donné, tu t'éloignes d'une langue et que tu la parles plus du tout, forcément, elle va disparaître. Moi, c'est mon cas, par exemple, aujourd'hui avec l'arabe tunisien. L'arabe tunisien, je le parle par bribes, parce qu'à une époque, je le pratiquais beaucoup et aujourd'hui, plus du tout. J'ai plus du tout de relation avec la Tunisie comme j'en avais à l'époque. Et forcément, c'est un truc pour moi d'accepter. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si demain, tu retournes en Ukraine pour un vrai moment, que tu as à nouveau affaire à l'Ukraine ou à l'Ukrainien et que tu as à nouveau le besoin de l'apprendre, c'est que ça reviendra 3 fois, 10 fois, 20 fois plus vite que quelqu'un qui n'aurait jamais appris. Bertrand, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ta journée type en tant qu'apprenant de langue? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour améliorer, maintenir ton niveau, apprendre une nouvelle langue? Quelle est ta journée type? Par exemple, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour apprendre les langues ou maintenir les langues que tu connais déjà? Que je connais déjà. Alors en fait, j'ai des routines qui sont assez simples parce que je crois que plus c'est simple, plus c'est facile à tenir. Et pour te la mettre dans un... Moi, je voudrais vraiment parler de ma journée en entier pour qu'on enlève cet argument de « j'ai pas le temps ». Donc le matin, je me lève vers 7h, 7h30. Voilà, j'ai pas besoin de réveil, donc ce qui est plutôt cool. Et la première chose que je fais, alors que je suis toujours pas sorti de mon lit, c'est que je prends mon iPad et je fais une activité liée à la langue. Souvent, je révise mon vocabulaire de la veille parce que j'utilise une application qui s'appelle Flashcards sur NKO, qui est une application centrale dans la méthode Fast and Fluent. Donc, c'est vraiment une application que je trouve vraiment ludique et tout. Donc, j'adore commencer ma journée avec ça. Et donc, je vais réviser le vocabulaire de la veille, je vais bien l'ancrer. Une fois que j'ai fait ça, je vais partir souvent faire une séance de sport, au moins 1 heure. Et lorsque je rentre, je vais prendre mon petit déjeuner. Et devant mon petit déjeuner, là, je vais me regarder une petite vidéo dans la langue que j'apprends. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis sur le portugais du Brésil et j'adore regarder Tintin sur YouTube. Il est disponible en portugais brésilien et donc je vais me faire les Tintins en portugais brésilien. Et en russe, parce que j'apprends aussi le russe en ce moment, même si là c'est un petit peu plus en dilettante, j'adorais me regarder Peppa Pig. Et pareil, Peppa Pig en russe le matin pour commencer, ça te refait ta journée. Et donc, voilà, ça, c'est mon truc du matin. Ça fait partie des classiques pour tous les apprenants de russe. Parce que c'est très facile, en fait. Tu vois, tu es là, tu regardes ça, c'est du vocabulaire abordable. Et puis, en fait, comme c'est fait pour les enfants, c'est prononcé très clairement, c'est très lent et c'est du vocabulaire de base, donc c'est parfait. Et c'est du vocabulaire moderne aussi, c'est ça qui est intéressant. Exactement. C'est peut-être un peu moins vrai avec Tintin, mais je sais qu'avec Peppa Pig, c'est du russe moderne. C'est le russe qu'on peut entendre à Moscou dans les rues, etc. Complètement. Et en plus, c'est ce qu'on ne sait pas sur les dessins animés, c'est que les dessins animés ne sont pas faits n'importe comment. C'est qu'en fait, le vocabulaire, il est répété 40 fois dans l'épisode. Parce que c'est quelque chose qui est central. Si par exemple Peppa Pig elle a décidé de danser, on va entendre plein de fois le vocabulaire sur la danse, etc. Parce que c'est pour marteler dans la tête des enfants du vocabulaire précis. Et donc, ça le fait aussi pour nous apprenants de langue, quoi. Et donc, une fois que j'ai fait ça, là, je vais partir bosser. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais tourner plusieurs entreprises. Et donc, ça, c'est important pour moi de le poser parce que oui, j'ai un boulot. Je veux dire, je fais pas que des langues dans ma journée, pas du tout. Je fais tourner aujourd'hui 6 entreprises, donc autant te dire que j'ai plusieurs choses à faire. Et donc, derrière ça, je vais me laisser tranquille, on va dire jusqu'à 16 heures à peu près. Et puis là, après c'est pareil. Après, je vais toujours avoir. Donc, j'habite à Malte encore pour quelques temps maintenant, mais donc, je vais sortir, donc je vais parler anglais. Puis à Malte, il y a pas mal d'étrangers. Donc, effectivement, si j'ai l'occasion, je vais aller voir mon épicier russe. Je vais aller voir au petit bar portugais juste en bas pour parler avec eux. Enfin, je vais faire volontairement et activement des activités qui vont faire en sorte que je vais quand même utiliser les langues que j'apprends. Et puis après, ce que j'aime bien le soir, ça va être de me poser, comment je veux dire, devant une petite série. Alors, en anglais plus facilement, mais ça peut être aussi en espagnol, en tout cas dans les langues que je parle le mieux, celles qui me demandent le moins de réfléchir, parce qu'en général, je suis moins opérationnel le soir. Donc, il faut vraiment que ce soit des langues que je maîtrise plutôt bien pour pas que ce soit non plus un casse-tête. Et donc, je vais regarder souvent une petite série, un épisode, un truc comme ça, le soir avant de m'endormir. Et puis, de la même façon, régulièrement, au moins 1 fois par semaine,
eh bien, je m'arrange pour organiser des soirées internationales ou des rendez-vous internationaux à la maison dans lesquels il y a une dizaine de nationalités. Et ça, c'est un effort actif encore. Je veux dire, j'ai pas rencontré ces gens-là par hasard. Hein. Je les ai rencontrés en allant les chercher, en allant à des soirées, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, j'entretiens mes langues et que je les pratique. En tout cas, merci Bertrand. L'heure tourne. Je sais qu'on est tous les deux passionnés de langue. Absolument. On pourrait en parler encore pendant des heures. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, des choses très intéressantes qui pourront permettre à nos auditeurs d'apprendre une langue mieux, en tout cas, ou de se lancer pour la première fois s'ils n'ont pas encore passé ce pas. Et Bertrand, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes projets futurs et où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, mes projets futurs, en fait, ils sont concernant les langues, ils sont assez simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai créé le blog Fast and Fluent. Fast and Fluent qui est aussi une vraie approche sur les langues très différentes. Et donc, le but pour moi, c'est de continuer à développer Fast and Fluent pour vraiment en faire une approche phare, une approche principale dans l'apprentissage des langues, parce que aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose à faire sur le fait de permettre aux gens de se débloquer dans les langues et de faire des progrès rapides sans qu'ils aient l'impression que c'est exceptionnel de parler des langues étrangères. Donc voilà, ça c'est vraiment le but. Il y a encore quelques formations à créer, quelques trucs comme ça à développer, mais disons que le but pour moi, voilà, ça va vraiment être de donner une place plus grande à ce projet-là, Fast and Fluent. Et puis, où est-ce qu'on peut me contacter? Simplement, je crois qu'en allant sur, donc je vais donner l'adresse, http://, ça c'est assez commun, Fast and Fluent, donc F-A-S-T, la lettre N, fluent comme en anglais.com. Et bien là, voilà, on peut me contacter. Et puis il y a mon mail. Et puis voilà, on peut me contacter à bertrand@fastandfluent.com aussi. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème. Je suis directement joignable. Sur la page Facebook aussi, ça se fait beaucoup maintenant. Vous cliquez sur contacter et c'est moi directement qui réponds tout le temps. Donc voilà, on peut me poser des questions et en général, je suis assez disponible. Pas tout le temps ultra réactif, parce qu'il y a quand même du boulot. Avec 6 entreprises, oui. Voilà, donc parfois... Et 8 langues à maintenir. Ouais, il me faut peut-être 3-4 jours pour répondre, mais en tout cas, ça c'est sûr, je réponds toujours. Je rappelle aux auditeurs que je mettrai tous ces liens dans la description de cet épisode, donc vous pourrez retrouver tous ces liens facilement. En tout cas, un grand merci Bertrand pour avoir ouvert ce premier épisode aux frontières du possible. Génial, merci. Et j'espère qu'on pourra se revoir, se recontacter bientôt. C'est sûr, je te le garantis, c'est vraiment le cas, on va se recontacter très vite. Ça a été en tout cas un vrai plaisir d'être avec toi pendant ce podcast et merci à toi de m'avoir donné la possibilité de parler ici. Merci à toi aussi. Ciao François. Ciao. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible toutattaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.